Bonsoir et bienvenue, excusez mon look. Euh, donc cette table ronde a pour sujet, comme vous l'avez pu lire dans le programme, des familles choisies. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait des familles choisies? Parce que quand on peut les choisir, on est ou bien adulte ou devenu adulte pour pouvoir les quitter, éventuellement les recomposer ou décider autre chose. Parce qu'en plein de moments de notre vie, on n'est pas du tout en mesure de choisir parce que c'est les autres qui choisissent pour nous, ou bien des parents adoptifs, biologiques ou d'autres tutelles qui décident quand on va naître et comment se comporter ensuite. Donc, dans cette table ronde, on voudrait plutôt mettre en avant les moments de choix, mais pas forcément des choix qui sont déterminés par la biologie, donc pas seulement par la biologie qui revendique des états naturels, mais aussi la biologie qui s'introduit de plus en plus dans les familles par intermédiaire de la médecine. Il y a eu une conférence ce matin sur les procréations assistées, mais ou par la religion, ce qu'on a vu aussi dans la semaine, justement dans la pièce Le Fils, si vous avez eu l'occasion de la voir, qui montre quand même aussi les ressorts très puissants en fait, de la religion. Donc plutôt des choix qui dépassent cet imaginaire-là, qui nous détermine depuis longtemps. Et là, j'avais regardé dernièrement, parce que ce qui manque aussi dans ce modèle traditionnel un peu de la famille, c'est en fait sa multiplicité à la fois civilisationnelle, ethnique, culturelle. Et ce qui m'a frappé dans la série Les Sauvages, je ne sais pas si quelqu'un l'a vu, parce que là, on voit déjà par le casting combien cette partie de la France est invisible en fait sur les écrans, parce que les représentations habituelles ne montrent pas ni l'histoire de la France, son histoire coloniale et les conséquences que ça a jusqu'à aujourd'hui, et qui compose en fait ce pays et qui le tient aussi ensemble, si on veut parler avec Jean-Christophe Bailly dans son dépaysement, dans le livre Le dépaysement, il a parlé de ça, où c'était son souci de trouver en France ce qui tient l'ensemble, tout ce pays et toute sa société. Donc là, on revient en fait à ce mode de choix, ou de voir comment en fait infiltrer ou subvertir cet imaginaire dominant. Et liberté de choix, elle est déjà très présente dans la société ou dans le quotidien, mais pas du tout dans l'imaginaire. Parce que l'imaginaire est tout autre. Parce que comment comprendre autrement des discours, je ne sais pas si vous avez entendu ça, les personnes qui s'interrogent, les personnes qui s'interrogent, en fait, qui ont peur que les Français disparaissent à court ou à moyen terme, ou même à long terme, parce que les Français, en fait, du moment où il y a un pays qui s'appelle la France, il y a des Français. Ils ne seront peut-être pas les mêmes d'ici 20 ans, comme ils n'étaient pas les mêmes il y a 100 ans ou 200 ans, mais il n'y a pas de problème de disparition ou de grand remplacement. Et là, je pense l'idée qu'on se fait de la famille est vraiment au centre de ce débat ou de cette évolution, ou même au centre, en fait, un lieu d'expérimentation et de réflexion sur de nouvelles formes de vie. Donc c'est pourquoi j'ai proposé à mes invités, à chacun à son tour, de présenter un peu son idée et sa représentation de la famille, ou de la communauté, si ça dépasse en fait ce qu'on entend normalement par famille. Mais avant de commencer, je vais juste les présenter. Donc rapidement, à ma gauche, il y a Clémentine Bourreau, qui est étudiante en lettres Sciences Po, mais aussi membre de Body System Réfugiés. C'est une association qui a commencé il y a 2 ans à peu près, et qui compte actuellement plus de 100 bénévoles, et qui a pour but, en fait, je cite, donc, permettre aux migrants logés à Poitiers d'avoir accès à des cours de français, avoir accès à la culture proposée aux habitants de Poitiers, et des activités sportives également. Donc le terme buddy
n'a pas été choisi pour rien, parce que je me rappelle de discussions que j'ai eues avec vos prédécesseurs. C'est aussi pour diminuer un peu l'asymétrie entre les accueillis et les accueillants, donc pour les avoir à pied d'égalité. Et à côté de Clémentine, il y a Moussa Soleiman, qui, tu viens du Soudan, tu travailles à Poitiers, tu vis à Poitiers depuis 2 ans, c'est ça? Et vous vous connaissez depuis en fait, le début en fait, de l'association, donc il y a des liens qui se sont créés, donc on va tout de suite en savoir plus. Après, il y a Anne Charpentier qui est prof de philo, que j'ai rencontré mine de rien, parce que, qui est une association, pour ceux qui la connaissent, qui s'occupe en fait de mineurs étrangers qui sont pas pris en charge par l'ASE comme il le faudrait normalement, parce que l'ASE leur refuse la minorité pour de multiples raisons dont je vous passe les détails pour le moment. Parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est en premier lieu en fait cette rencontre qui est possible par ce fait-là, et que tu as rencontré en fait Djiba, ton futur fils, dans ce cadre-là, et tu as décidé à un moment donné de créer une famille, si on veut, qui va être détaillée aussi tout de suite. Bon, Djiba devrait être là, mais il ne peut pas être avec nous, donc on a une pensée pour lui. Il est en Guinée pour chercher son passeport parce que la préfecture exige cela pour prolonger son séjour. Donc, et last not least, il y a Emmanuel Bayamaktam, tu es écrivaine, avec 10 romans ou une pièce de théâtre chez POL sous ton nom, et en plus quelques autres sous le pseudonyme de Rebecca Ligieri. Je ne sais pas si je prononce bien. Ligieri. Ligieri. Non, c'est un G, Ligieri. Mais c'est pas grave. C'est pas un G. Non. Pas le G italien. Donc, ton univers d'écriture tourne autour de la famille, sous ses formes, surtout les affres de la famille, ou plus précisément les souffrances des mineurs et leurs révoltes, les enfants, avec des personnages qui ne répondent que rarement aux normes d'apparence et de comportement que nous avons tous, vous allez découvrir. C'est souvent donc un regard de jeune narratrice, enfant à plusieurs reprises, qui ne tolère pas d'autre point de vue que le sien, mais ce sont aussi des projets de sauvetage qui passent par le concours de plusieurs générations. J'ai l'impression que tu réinventes un peu la grande famille de 3 générations par moment. Oui, c'est vrai, te livre en livre. Parce que qu'on ne connaît plus, aujourd'hui c'est plus la séparation des générations. On vit moins ensemble que dans le temps. Oui, moi j'ai souvent 3 générations sous le même toit, ce qui est peu courant ici. Et ça peut aussi débaucher sur des projets utopiques, comme dans le dernier roman Arcadie, qui prône donc une communauté, l'amour universel et une ouverture vers tous les possibles. Bon, ce que je trouvais intéressant là-dedans, que tu pourrais en fait livrer un regard assez original sur la famille, mais un regard de fiction, mais qui n'est pas moins puissant que les expériences qu'on peut avoir au quotidien, parce que l'imaginaire est fait de fiction, d'histoires, de récits et de choses qu'on se raconte et qu'on reproduit dans notre vie. Donc là, c'est cette idée que j'ai déjà citée tout à l'heure, et c'est que la fiction peut peut-être introduire des leviers d'action après avoir été un lieu d'expérimentation, parce que tu l'as dit aussi, moi je le cite de tête, que certaines expériences ne peuvent être que littéraires, ne sont pas forcément transposables d'une certaine manière. Je ne me rappelle pas avoir dit ça, mais de toute façon, il y a un va-et-vient constant entre le livre et la vie, c'est-à-dire que mon imaginaire, il s'ancre dans la réalité, et je pense qu'après la lecture du livre, le lecteur revient à la réalité, et il y a ce va-et-vient constant qui peut être assez fécond.
Donc du coup, je te passe tout de suite la parole Ah pour non, livrer en fait un peu ta version de la famille, ou pour entrer en fait dans le combat des fictions, des diverses versions qu'on peut, ou des diverses représentations qu'on peut avoir de la famille. En partant, parce qu'on a vu dans la semaine, en fait, ici, ce récit livré sur scène par Marine Bachelot-Nguyen, qui a écrit ce texte, Le Fils, et qui était merveilleusement interprété, qui a montré en fait les ressorts très puissants en fait de la religion, qui influent en fait aussi sur la vision de la famille, jusqu'aux récits utopiques qui en sortent complètement, qui sont un peu pour moi un peu à l'autre bout de cette idée-là, même s'il peut y avoir aussi quelque chose de religieux, mais ça serait en fait à approfondir à quel moment cette injonction en fait de l'amour universel ou d'ouverture peut aussi retourner dans son contraire. Donc là, je voulais dire que d'abord, avant de te laisser la parole, que tous les livres en fait d'Emmanuel sont sur la table, sur cette table merveilleuse de la belle aventure dehors, et il y a une dédicace à la suite, en fait, à l'issue de cette table ronde. Bon, maintenant c'est à oui, toi. en fait, je pense Oui, oui, que tu faisais allusion à Arcadie, mon dernier oui, roman, oui. qui effectivement, alors, après avoir beaucoup creusé le thème de la famille, j'avais envie avec Arcadie justement d'en sortir et du coup, d'installer mon récit, non pas dans une famille, nucléaire, parents-enfants, mais dans une communauté. Et j'avais même envie d'un livre qui serait écrit, à la première personne du pluriel, ce que j'ai pas tenu en fait au-delà de quelques pages, hein, donc finalement, ce projet-là en tout cas a avorté. Mais du coup, c'est vrai que j'ai imaginé, des parents et une petite fille arrivant dans ce qui, vu de l'extérieur, est une sorte de secte. J'ai essayé de montrer que ça n'en est pas une, mais en tout cas, cette enfant, elle va être élevée non pas par ses parents qui sont complètement défaillants, mais qui vont se décharger, de la responsabilité, éducative sur les autres adultes de la communauté. Et c'est vrai que cette communauté, elle repose sur l'idée que tout le monde doit s'aimer et se désirer, sauf les enfants, hein. Cela dit, ça n'est pas une secte, pédophile, je le précise, mais effectivement, elle grandit, dans ses bons principes et dans ce qui ressemble fort, au paradis terrestre. Voilà, j'ai répondu à ta question. Mais tu as l'air un peu perdu. Oui, ça c'est Arcadie, mais dans les autres familles, on a quand même d'autres visions en fait qui peuvent se retrouver à un moment donné. On a vu tout à l'heure pour les passages de lecture dans Arcadie, mais qui sont, comment dire, on a l'impression que personne se trouve vraiment à sa place dans l'univers, qu'il est forcé en fait de vivre, ou qui est obligé d'accepter d'une certaine manière, mais avec qui il se dépatouille un peu plus ou moins bien. Et bon, c'est les narratrices en fait qui essaient d'en sortir. Oui, alors c'est Souvent. vrai que je décris souvent des familles dysfonctionnelles, mais il se peut qu'elles le soient toutes, hein, même les plus heureuses. Alors, cela dit, je pense que vous connaissez la phrase de Tolstoï, hein, le début d'Anna Karénine. Tolstoï écrit toutes les familles heureuses se ressemblent, mais chaque famille malheureuse l'est à sa manière. Et évidemment, d'un point de vue romanesque, c'est beaucoup plus intéressant de décrire des familles qui ne vont pas bien que des familles où les rapports sont heureux et harmonieux. Même si, je répète, hein, je ne suis pas sûre que ça existe. Je pense que dans toutes les familles, il y a de l'ambivalence et des sentiments, voilà, qui le sont un peu. Donc effectivement, dans mes romans, j'ai souvent des personnages très jeunes qui vont, comme tu disais, se dépatouiller avec leur famille, biologique ou adoptive d'ailleurs, et qui vont, du fait de leur jeunesse, avoir un regard souvent très aigu, très perspicace, très lucide, hein. Ils vont juger cette famille avec la radicalité de la jeunesse et très souvent, finalement, ce que je décris, c'est comment on s'émancipe des liens familiaux et comment finalement, il faut partir, il faut, aller vers des familles choisies, vers des affinités choisies et ne pas laisser primer finalement le biologique ou les liens du sang, sur nos vies affectives. Donc c'est vrai que je décris souvent le parcours de très jeunes gens qui sont dans des familles, toxiques, dysfonctionnelles
et qui finalement vont aller créer ailleurs une autre famille, un autre cercle, une autre communauté. Donc pour remettre ça dans l'ensemble, en fait, ta réponse, Arcadie pourrait être une sortie de ce dysfonctionnement ou c'est juste un début ou une piste, Alors oui, du fait que Farah, ma narratrice, grandit dans une communauté, on pourrait se dire que son enfance va être moins aliénante, moins problématique que l'enfance des enfants qui grandissent dans des familles normales. Mais de fait, je pense, et je répète, je suis moi-même mère de 4 enfants, enfin, je ne m'exclus pas du tout du jugement que je vais porter, hein, mais je pense que même avec les meilleures intentions du monde, on fait mal de toute façon et on n'éduque pas bien. Et que l'enfance, c'est toujours une aliénation, une humiliation, une suggestion. En tout cas, moi, j'ai vécu la mienne comme ça, et pourtant mes parents sont des gens bienveillants, tolérants et pas le moins du monde maltraitants. Mais il y a quand même quelque chose dans l'éducation qui relève de l'aliénation. Et j'ai toujours en tête, quand j'ai comme ça des personnages finalement auxquels les autres essaient d'assigner une place ou que les autres essaient d'étiqueter, une phrase de Gombrowicz qui a été structurante pour moi et qui est: je ne sais pas qui je suis, mais je souffre quand on me déforme. Et finalement, l'enfance, c'est ce moment où on est constamment déformé par la bonne volonté des parents ou la mauvaise volonté des parents et par des injonctions et des assignations diverses. Et j'ai comme ça, moi, toujours des personnages qui finalement échappent aux injonctions, qui sont toujours un peu insituables. Alors souvent, par exemple, ils sont ni filles ni garçons, mes personnages, où ils sont ni noirs ni blancs. Et comme ça, finalement, avec des personnages qui sont un peu des électrons libres sur l'échiquier social, ben, j'espère, par mes récits, faire voilà, déstabiliser un peu les lecteurs et puis peut-être un peu faire bouger des lignes. Enfin, ça, je ne sais pas, je peux pas en juger. Mais en tout cas, voilà, j'ai comme ça des personnages qui vont de toute façon quitter la famille. Anne, tu peux enchaîner sur Oui, je ne ta sais pas trop vision. de quelle façon le faire. Non, simplement de voir en quoi ça, peut-être ça correspond Oui, ça avec la tienne, résonne, ou ça ça résonne. résonne parce Oui. que je ne sais pas si ça va être approprié hein, comme résonance, mais ça résonne parce que ce n'était pas un choix que j'étais en mesure de faire personnellement, de fonder une famille euh, pour, pour diverses raisons d'enfance. Et c'était absolument exclu. C'était totalement hors de ma vie une telle chose. Et il a fallu que je passe par de longs détours, par beaucoup de livres, je pense, par beaucoup de paroles. Et puis, très tard, par cette rencontre-là, à l'occasion qui s'est faite par l'intermédiaire de l'association Mine de Rien, d'un jeune garçon de 17 ans, donc qui était quasiment adulte, hein, pas un enfant. Et pour que cette rencontre produise, est-ce que je pourrais dire, un désir de maternité? Je ne sais pas, ça me semble trop lourd pour moi de dire ça. Mais enfin, la décision, en tout cas, là, le choix, pour le coup, d'adopter, hein, donc d'avoir une filiation choisie et dans ces conditions-là, et qui, là, m'a bien convenu. Voilà. C'est-à-dire que là, il y a eu un désir qui pour moi, ne pouvait pas passer. J'aime pas trop quand, enfin, pardon, mais quand on dit famille biologique, ça a l'air de les réduire un peu. Je pense que avoir des enfants naturellement, si je puis dire, ça relève, quand ça se passe bien, d'un désir. Hein, voilà, donc on peut pas le rabattre non plus sur la biologie. Mais moi, c'était ma convenance que ça ne passe pas par là. Enfin, ça ne pouvait pas passer par là. Voilà. Donc il a fallu le grand détour par l'Afrique, si je puis dire, hein, puisque mon fils est guinéen. Par une rencontre qui aurait pu aussi être une autre, non, où tu penses vraiment que... Il y a beaucoup de questions qui viennent après coup, hein, parce Oui. que les choses, on les vit. La décision, à un moment, elle se précise, elle se réfléchit un petit peu, elle se prend relativement vite, parce qu'il y a aussi la pression des événements, les papiers, bon, etc. La sécurité qu'on aimerait apporter à cette jeune personne. Mais il y a plein de questions que je me pose. Je me dis, on aurait pu ne pas s'entendre, il aurait pu m'énerver, j'aurais pu ne pas avoir ce désir-là, ça aurait pu me lasser.
Bon, voilà, je ne sais pas, je n'arrive pas à l'expliquer autrement qu'en disant: «Voilà, on s'est bien entendu. On s'est bien entendu, ça a été une bonne rencontre». Je ne Mm. sais pas comment l'expliquer autrement. Si, c'est très bien. Tu l'expliques d'ailleurs aussi très bien dans le petit film qui a été fait Oui, pour Mine de Rien, même si Djiba n'est pas dedans, mais c'est Mustapha. oui, ça, on a C'est changé son nom. mais bon, on a là-dedans aussi la vision en fait de ce plein en fait, de plein de vie tout d'un coup, parce que il n'y a pas qu'une personne, il y a tout d'un coup il y en a d'autres. Ça crée en fait, ça crée comme un petit univers ou une communauté qui Oui. dépasse même peut-être cette envie là, de juste de sécuriser ou d'adopter pour cette raison-là. Bah, je dirais Un pendu. ça fait monde, c'est un peu prétentieux, c'est Ouais. donner une ampleur peut-être excessive, je ne sais pas, mais ça fait monde parce que là, moi, dans cette aventure, pour moi, se retrouve Mm. tout le point de vue politique, parce que c'est ça qui a été premier, parce que je Mm. ne connaissais pas Djiba, donc Mm. moi, j'avais un point de vue de justice, tout Mm. simplement, pas affectif, puisque je ne connaissais pas Mm. ces personnes. Donc le point de vue politique, le point de vue philosophique, je dirais, parce que bon, tous les enfants de la Terre sont nos enfants, disent les stoïciens, sont Oui. tous nos fils. Donc il y a cette satisfaction là de ces diverses rencontres. Et puis enfin, la rencontre singulière avec Mm. ce jeune homme. Et tout ça, par chance, euh, s'est passé de façon harmonieuse. Parce que ça aurait pu ne pas être harmonieux. Mm. Mm. On va certainement revenir là-dessus plus tard. Donc, peut-être Moussa, Oui, il y a une, bonjour. une idée de famille qui est peut-être pas à l'origine de toutes les pérégrinations. Non. En fait, Ouais, déjà, moi, j'ai ouais. pas tout compris. Mais Euh, pour moi, en fait, une famille, c'est... Tout le monde peut être une famille, pour moi. C'est tous les gens que je connais, tous les gens qui vivent avec eux. mm, Je pense que ça peut être une famille, pour moi. mm, Mais et après, si je parle de la famille de chez nous là-bas au Soudan, par exemple, c'est pas pareil que tous les l'autre famille. Là-bas, c'est une famille, c'est un tribu, tu vois. C'est à partir de 10 000 personnes. On ne connaissait pas, mais à la fin, on peut dire que c'est nos familles, quoi. Les cousins, des frères, des sœurs de l'autre personne, je ne sais pas. Il habite d'à côté. C'est tout. Peut-être ça va partir une famille. Si on a rencontré quelqu'un, tout le monde, vous êtes qui? Vous êtes le fils de qui? Bah, je suis le fils de quelqu'un de je sais pas quoi. Vous êtes à nos familles. C'est après, ça va tous une famille. Mais pour moi personnellement, tout le monde que je connais, c'est ma famille quoi. Peut-être toi aussi, c'est ma famille. Ouais. Voilà. donc, Clémentine, tu confirmes ça ou pour toi, ou quelle est ton idée ou ta représentation en fait de De famille? la famille? Ouais. Moi, je pense que j'ai grandi à La Réunion, donc je suis née, j'ai grandi à La Réunion, donc loin de, on va dire, des grands-parents, des éléments qu'on considère comme la famille, les cousins, les tantes, les grands-parents. Et parce que mes parents ont fait le choix de vivre là-bas. Donc la famille, ça a toujours été quelque chose d'assez large. C'était les amis de mes parents, c'est les gens avec qui j'ai grandi, c'est ceux qui étaient là à mes anniversaires, à Noël. Donc c'est pas tant, la famille, c'est pas tant défini par les liens du sang que par les liens que mes parents d'abord ont créés et après que moi-même j'ai créé avec ces personnes qui ont la même place dans mon cœur et dans mon schéma familial, on va dire, que ceux avec qui j'ai des liens de sang. Donc oui, je pense que du coup, j'ai une conception aussi de la famille assez large et ce qui fait que quand je rencontre des nouvelles personnes, que je me fais des nouvelles amitiés et ça c'est ce qui a aussi ce qui s'est passé quand j'ai rencontré Moussa. Hem, Rapidement, il y a la frontière entre amis et famille est finalement assez fine. Les amis,
c'est la famille. C'est le moment où on le décide. Donc, à ce titre-là, je pense que je pourrais dire la même chose que Moussa, que maintenant, c'est ma famille parce qu'il fait partie de mon cercle d'amis, même si on n'a pas de lien de sang, qu'on se connaît depuis que 2 ans. Ça se joue plus au niveau de l'amitié, des discussions qu'on partage. Parce que là, je voulais revenir sur un plan que tu avais évoqué, ou une idée que tu avais évoquée là tout à l'heure, qu'en fait, je ne sais pas si j'ai bien retenu, c'était un constat comme on n'éduque pas bien, que l'éducation est quand même un peu parce que là, est-ce que l'éducation est encore dans ces visions que vous avez tous et toutes ici de la famille, à quel point elle intervient, est-ce qu'on s'éduque mutuellement et pas bien non plus, ou comment ça se passe en fait, ou c'est juste où on fait complètement abstraction? Par exemple, pour vous, vous faites complètement abstraction de tout ça parce que c'est des liens égal à égal, où on ne pense pas à des rapports qui sont quand même aussi gérés par la dominance, parce que ce qu'on a toujours dans le rapport éducatif, on a aussi un rapport de dominant à dominé, ou de quelqu'un qui décide et quelqu'un qui doit en fait faire, et des fois aussi se contenter d'une remarque, c'est parce que sans explication. Ou est-ce que tu peux peut-être d'abord préciser comment tu pensais que tout le monde est plus ou moins défaillant dans cette idée d'éducation? Oui, je parlais essentiellement d'éducation parentale. L'éducation théoriquement, hein, éduquer, c'est le fait de guider l'enfant vers l'extérieur. Mais c'est rarement ce que font les parents. C'est rarement aussi ce que font les enseignants. Et là encore, je ne m'accepte pas de ce jugement puisque je suis enseignante dans le secondaire. Alors, je ne parle pas de l'éducation au sens où tu avais l'air de l'entendre, Martin, quand tu disais, bien sûr, on peut s'éduquer mutuellement et jusqu'à la fin de nos vies, finalement, nous pouvons recevoir un enseignement, en transmettre, éduquer, oui, effectivement. Non, non, j'entends vraiment, quand je dis on éduque toujours mal, je parle de la façon dont les adultes, finalement, se comportent avec les enfants. Je trouve que voilà, mon idée d'éducation, finalement, c'est pas d'éducation. On devrait laisser les enfants tranquilles et s'en occuper le moins possible, tout en étant là, tout en étant une présence aimante et respectueuse de leur intégrité. Mais finalement, si peu qu'on fasse, on fait toujours trop. Et bizarrement, finalement, c'est une idée qui n'était pas la mienne, mais qui finalement m'est venue précisément en élevant mes enfants avec quelqu'un qui n'était pas français et qui venait du Cameroun et qui donc avait lui aussi ses idées sur la famille et sur l'éducation qui étaient aux antipodes des miennes. Et en définitive, je pense que c'est lui qui m'a inculqué cette idée que faut pas trop s'occuper des enfants. Il faut pas qu'ils soient l'objet constant de nos discours, nos préoccupations, etc. Et lui il me disait souvent mais laisse-les tranquilles, laisse-les jouer. Et par ailleurs, ce qui était aussi très gratifiant pour moi, c'est qu'il considérait que j'avais pas plus de droits sur mes enfants que sa mère, ses sœurs, ses cousines éloignées. Donc du coup, la responsabilité de l'éducation de nos enfants, elle était extrêmement diluée. Et ça, finalement, pour moi, ça a été quelque chose de positif et qui m'a aidée à être mère. Mais bon, là, j'ai un peu perdu de vue la question que tu me posais. Voilà, moi j'ai vraiment cette idée un peu rousseauiste de l'éducation, c'est qu'il faut laisser l'enfance finalement exister tranquillement dans l'enfant et être le moins possible intrusif et directif. Cela dit, voilà, j'ai pas forcément mis en pratique ces beaux principes éducatifs. Oui, ça doit être un principe qui est difficile à réaliser en fait. Oui, parce qu'on est angoissé, parce qu'on veut bien faire, ouais. parce qu'il y a la société, qu'on n'élève pas nos enfants dans le jardin d'Éden. Donc,
Oui, j'aime bien ce que tu dis là, de éduquer et conduire à l'extérieur, hein. C'est un petit peu ce que j'entendais par faire monde. Oui. Faire monde, une éducation si on pouvait imaginer une éducation parfaite, hein, Mm. parfois on essaie, on en approche parfois dans des romans, dans des récits, de cette éducation, heureuse. Ça serait ça, je pense, c'est-à-dire, laisser intacte, cette liberté de cet enfant, de cette personne et néanmoins ouvrir des portes, l'accompagner, dans l'apprentissage du langage, enfin, à travers toutes sortes d'apprentissages et d'expériences et ça, bien entendu, c'est très difficile et peut-être, peut-être avons-nous tous des enfances blessées, je ne sais pas, parce que, il y a cet idéal, qu'on aurait bien voulu vivre en tant qu'enfant et souvent, bah, oui, ça se passe pas bien ou pas aussi bien qu'on aurait voulu parce que peut-être les parents, ne peuvent pas, ont des empêchements eux aussi et peut-être ça tient, comme tu le soulignes aussi, à cet environnement culturel où on est dans des familles, en gros nucléaires, enfin de petites familles et où la responsabilité est très, très lourde. Et quand je parle avec Djiba de ses futurs enfants, puisqu'il a envie d'avoir des enfants, et je lui dis, «Je m'en occuperai si ta compagne le veut» et il me dit: «Oh, mais la femme africaine, elle prête ses enfants». Donc je pense que ça joue aussi, hein, la culture dans laquelle on est, hein, il y a un peu «l'enfant m'appartient, hein, j'ai peur de le confier». Donc pour revenir à la communauté, ça pourrait être quand même un contrepoids en fait à cette famille nucléaire qui même si elle est élargie sur plusieurs générations, qui des fois ne s'observe pas non plus d'une manière bienveillante, pour en fait diluer cette responsabilité lourde à porter. Et aussi souvent qui mènent toujours peut-être aussi à des décisions un peu prématurées d'enfermer une possibilité ou l'évolution en fait des enfants. Alors ce que disait Moussa justement, juste auparavant, Moussa, tu disais la famille c'est une tribu. Oui. Voilà. Alors là on est, aux antipodes si je puis dire. Enfin, Ouais. on est dans une vision de la famille très, très différente, de cette emprise, si je pourrais dire, Mm. des parents, hein, du père. C'est une vision très ouverte de la famille. Mmh. Hem, je sais pas s'il marche. Si. Nous, on peut pas parler de pour l'association du système où là on s'est rencontrés, on peut pas parler d'éducation au sens, comme on l'entend quand on éduque des enfants. Ça n'a jamais été le principe de l'association. C'est on part de l'idée que nous sommes des étudiants, donc c'est une association étudiante qui parle en français et il y avait, un besoin. Il y a des réfugiés dans notre ville qui n'avaient pas, qui ne parlaient pas français, qui ne pouvaient pas donc, s'intégrer ou participer, enfin, même répondre, administrativement, c'est compliqué quand on ne parle pas français. Donc c'était vraiment à ce besoin, je pense que l'association a voulu répondre en nous, on propose des cours de français et on en retire, tous, beaucoup. En tout cas, moi, je parle à titre personnel et tous ceux qui ont eu la chance de créer des liens avec, leurs buddies, pourront dire la même chose. On en retire beaucoup parce qu'on apprend beaucoup de leur culture, on discute beaucoup, on confronte, nos conceptions sur plein de sujets différents, sur, la famille, sur la religion, sur, l'amour, enfin, les sujets sont nombreux. Donc si on parle d'éducation, l'éducation, elle serait vraiment horizontale, dans les 2 sens. J'ai appris autant avec Moussa et avec les nouvelles personnes à qui je donne des cours cette année que je leur donne. Donc oui, ça serait, éducation et donc je réagis un peu à ce que vous avez dit. Il n'y a pas de rapport de dominé-dominant parce que nous avons le savoir et la connaissance, du français. Je pense pas qu'on soit dans une position de supériorité, qui serait malvenue parce qu'on apprend, autant autant qu'eux. Mais après, je sais pas comment toi tu as vécu les cours et le début, peut-être que tu l'as c'était tu as eu une perception différente.
En fait, moi, quand la première fois je suis arrivé en France, ça fait pas très longtemps que je suis arrivé en France. Moi, quand je suis arrivé en France, je connais aucun mot en français, même pas bonjour, rien du tout. Au début, quand je suis arrivé, c'était à Paris. Après, je suis allé à Angoulême. Après, je suis venu ici. Mais en tout, ça fait même pas 3 ans. Dès que nous sommes arrivés ici, c'était le début de septembre réfugié. Oui, et après, j'ai rencontré l'étudiant de l'université pour, pour faire le cours de français. C'était à Clémentine, c'est là. On arrive pas à répondre aux questions, mais on n'arrive même pas à comprendre les questions en fait. On arrive comme ça. Après, elle va nous demander qu'est-ce que vous avez fait de cette semaine et tout ça. Moi, j'ai appris 2 verbes, 2 questions en fait, que je répète tous les jours. On a mangé, on a dormi. C'est ça en fait, ouais, Chaque facile, chaque chaque semaine. J'arrive avec les 2 mots-là. En plus, les 2 choses-là, on fait toute la semaine. Ah oui, c'est manger, dormir, c'est obligatoire, on fait tout. Après, petit à petit, avec le temps, on a fait en fait des cours longtemps, peut-être 1 an. On fait cette cours-là avant que tu partes à l'étranger. Euh, Ça arrive facilement. Ça arrive à entrer. En plus, c'est vrai que quand la première fois où nous sommes arrivés, on va de quelqu'un endroit ici, par exemple préfecture, plein emploi, je sais pas où. Dès qu'on arrive là-bas, on ne peut pas trouver un traducteur qui nous traduit à nos langues. Donc on a besoin de parler, au moins un peu quand même. Bonjour et qu'est-ce que vous voulez? Je voulais ça, je voulais ça. C'est difficile et c'est la première chose qui est vraiment, c'était où on a besoin et eux, ils nous aidaient beaucoup. En plus, c'est des jeunes, on peut parler des n'importe. C'est pas parce que jeunes, hein. On peut parler avec tout le monde, mais parce qu'eux ils nous posent des questions. Même si des fois on est timide ou on ne veut pas parler, mais si ils nous posent des questions, ils nous répètent les questions. Du coup, on a essayé de parler. Et ça, vraiment, ça nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les 2 ans-là. Et à cause de ça qu'aujourd'hui, moi, je travaille et je peux parler avec tout le monde. Vraiment, je n'ai pas tout le monde. Mais avec le temps, peut-être, je vais apprendre le reste. Mais tu parles quelle autre langue? Déjà, je Parce parle que à ma plusieurs- langue, maternelle. C'est Ça s'appelle Misseria. Je ne parlais pas vraiment bien, hein, Hmm. mais j'ai parlé l'arabe aussi. Parce que le Soudan, nous, au Soudan, on a beaucoup de langues, plus que 215 langues. 115 langues. Et, Ça n'écrit pas, c'est juste on parle. on parle. Oui, Mais dans les langues écrites, moi, c'est l'arabe et. c'est l'arabe et le deuxième, c'est l'anglais. Anglais. Moi, j'ai pas vraiment appris l'anglais, mais l'arabe, ça, j'ai appris beaucoup. Parce que dans la famille, et en plus, tout le monde qui parle arabe. Tu vois. Après, j'ai fait un peu d'études à l'école, où il y en a à l'école religion, l'école coranique. J'ai appris un peu, pas beaucoup. Et de ça, même depuis que je suis né aussi, je parle arabe. Donc, c'est facile à parler. Parce que moi, je pose cette question aussi, j'ai une petite arrière-pensée, parce qu'ici, quand on arrive en France, en fait, ou dans n'importe quel autre pays, même si on pose ça en termes d'intégration, en fait, il faut comprendre la langue du pays, mais il n'y a pas l'effort mutuel, en fait, qui pourrait être exigé aussi que ceux qui sont dans le pays. Déjà se poser la question en quoi on intègre en fait les personnes qui arrivent, ou quel est le terme d'intégration, et quel effort faisons-nous en fait pour faire un pas vers la personne qui arrive. Et là, c'est toujours, donc ça passe forcément par la langue du pays, parce qu'on suppose que toi, tu as une envie de France, donc une envie de France veut dire une envie du français, parce que c'est presque en parallèle cette chose. Et tu avais dit là tout à l'heure, il y avait au commissariat, il n'y avait pas d'interprète. Il n'y a même pas un interprète pour l'arabe. Sûr. Non, même pas.
Même pas, non. Donc- Ça dépend. donc- Ça dépend, ouais. ça dépend où. Par exemple, l'OFRA, Paris, là où oui. il y a à Paris, là où il fait de l'interview de tout le monde, tous les réfugiés qui viennent de l'extérieur. Là, il y a des traducteurs pour toutes les langues. Mais si, par exemple, je vais à la préfecture de Centre-Ville de Poitiers, il n'y avait pas un traducteur arabe. Même s'il y en a aussi, il ne veut pas demander. C'est juste une interview de 5 minutes. Si vous n'arrivez pas à parler, bah, au revoir. À bientôt pour la semaine prochaine. Mais pour, pour nous, par exemple, pour tout le monde, les gens qui viennent de l'autre pays et arrivent dans notre pays, dans notre pays, je pense que les premières choses qui sont besoin, c'est comment elle arrive à parler avec l'autre personne. Ça, c'est la première chose. Pour moi, en tout cas. Oui. Ça, c'est... je pense que ça, c'est la première chose. Mais pour tout, avant tout, et c'est pour ça que moi, je pense que quand nous sommes arrivés ici, moi, j'ai rencontré beaucoup de bénévoles qui viennent des fois nous voir et qui parlent avec nous. Il va nous poser des questions des fois. Pourquoi vous êtes venu ici? Qu'est-ce qui se passe chez vous là-bas? Et il aimerait bien savoir pourquoi. Et c'est pas que ça aussi, des fois, même si je pars, par exemple, dans la rue comme ça, je veux chercher un endroit, je vais vous demander n'importe quel. Je veux pas parler en arabe, même si je connais l'arabe aussi. Il faut que, il faut que j'essaie en français d'abord. Peut-être je vais poser une question en arabe, mais il ne comprend pas. Du coup, c'est la première chose importante, c'est apprendre la langue de le pays qu'on va. Et de ça, on a trouvé les amis qui sont là, qui nous aidaient. Et vraiment, ça nous aidait beaucoup. La première chose qu'on essaye de faire dans notre association, on est tous étudiants, donc on n'est pas professeurs, on n'a pas de formation. Et donc on essaye vraiment de donner je pense, de donner les clés pour pouvoir communiquer. Donc pour qu'ils puissent raconter leurs histoires s'ils en ont besoin pour l'administratif. Après, c'est libre à chacun. Pareil, on n'a pas un rôle administratif, donc leurs histoires, elle leur est propre et ils en parlent. Si des liens se créent, ça ne marche pas toujours. Les amitiés, ça se... je veux dire, les amis, à la limite, les amis, on les choisit, c'est pas comme la famille parfois. Et donc, tout le monde ne crée pas des liens avec les personnes qu'ils rencontrent dans l'association. Nous rapidement, on en est arrivé à discuter et c'est comme ça que notre amitié s'est construite. Mais pour revenir à l'idée que, oui, on accentue beaucoup l'importance de la communication dans l'association. C'est ce dont ils ont besoin pour s'intégrer quand ils arrivent en priorité. Après, d'autres associations jouent très bien le rôle d'approfondir, d'apprendre l'écrit et ce genre de choses. Et par contre, vous disiez, on a aussi certains bénévoles qui parlent arabe, si c'est nécessaire. On connaît après, beaucoup de bénévoles connaissent certains mots, mais effectivement, la démarche, en tout cas dans notre association, n'est pas tant d'essayer de parler leur langue que vraiment leur donner les clés, les bases, qu'ils puissent parler la nôtre et réussir finalement à parler avec d'autres gens, à parler dans la rue s'ils en ont besoin, ce genre de choses. Oui, je disais ça plus d'une manière générale, en fait, qu'on fait très peu d'efforts, en fait, dans la société pour aller vers les gens qui arrivent. Donc, on demande, même si c'est très abstrait, hein, parce qu'il y a un modèle d'intégration ou un modèle qui était encore pire, c'était l'assimilation, il fallait disparaître. En fait dans la masse ou je sais pas, ne pas se faire remarquer en fait. C'est encore plus difficile, mais même l'idée d'intégration dans quelque chose qui est mouvant, qui bouge, qui évolue aussi, c'est pas très clair
pas très clair. Donc ça donne une injonction qui se dirige toujours vers l'autre. Celui qui arrive, il doit s'intégrer d'une manière et d'une autre, et on ne lui donne pas forcément les clés, à part cette idée-là, bon, d'abord la langue pour se faire entendre, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Après, qu'est-ce qui va suivre? Quelle sera la suite? Après avoir appris la langue, probablement c'est le travail. Oui. Donc c'est ça, c'est le deuxième lien qui est créé, mais on sait bien comment c'est compliqué aussi déjà pour d'autres personnes. Donc c'est pas forcément non plus quelque chose qui se présente facilement. Cette possibilité de s'intégrer dans une société. Donc comment faire société? Ben, ça serait maintenant la deuxième étape en fait de ça, qu'on en sort un peu de la famille. Qu'est-ce que ces problèmes-là qu'on a abordés tout à l'heure, comment ils peuvent en fait irriguer nos proches ou l'environnement? Pas si c'est très clair, mais je ne sais pas, parce que tout à l'heure tu dis aussi pour Djiba, oui. donc il y a cette idée de famille, mais ensuite bon, le français c'est pareil, il y a le travail qui arrive tout de suite après, et qu'est-ce que ça fait finalement dans un ensemble qu'on en imagine un ensemble plus grand? Qu'est-ce que ça va faire? Parce qu'à un moment donné, on a ça aussi, c'est les débats qu'on peut lire dans les journaux tous les jours. Des personnes qui sont, dès qu'on n'a pas la peau blanche, on est renvoyé aussi à son existence en fait qui est différente. On peut être au maximum intégré, on va toujours être dans cette situation-là si la société dans son ensemble n'accepte pas qu'il y a en fait il y a de tout. Il y a de tout chez nous. Je pense, enfin, je vais parler pour l'association Mine de Rien, dont je fais partie, qui s'est fondée quand les fondatrices, les fondateurs se sont aperçus que des jeunes mineurs n'étaient pas pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, n'étaient pas pour autant considérés comme majeurs. Ça voulait dire qu'ils ne pouvaient pas signer un contrat de travail, par exemple. Donc étaient laissés à eux-mêmes, sans aucun revenu, sans hébergement, sans possibilité de travailler. Et alors c'est très violent comme situation. C'est très très violent. C'est pas nous qui l'avons décidé, c'était comme ça. Donc il y a vraiment urgence en ces cas-là à donner des clés. Si c'est pas la langue, s'ils sont francophones, ça peut être, mais d'autres clés. Comment on fait un dossier? Comment on se débrouille à la préfecture? Quelles sont les lois? Qu'est-ce qu'on risque? Ce sont des jeunes, ils en sont plus ou moins conscients de ça, mais qui n'ont pas droit à l'erreur. S'ils font des sottises, ça arrive qu'ils fassent des sottises, hein, mais c'est pas comme un jeune ici. Bon, on va dire les jeunes, bon, d'une manière ou d'une autre, on va quand même passer l'éponge. Là, ça va prendre des proportions tout autres, hein, donc il y a des enjeux beaucoup plus importants, des situations beaucoup plus difficiles, ce qui fait que, je ne sais pas si on peut parler d'éducation ou d'aide à un passage, peut-être, dans l'association, hein, même quand on n'adopte pas, quand on héberge, quand on accueille, plutôt qu'éducation, parce qu'ils sont déjà éduqués, ils arrivent grands quand même, ils ont même reçu, je trouve, une bonne éducation la plupart du temps, donner des clés. Et pas toujours rigolote, hein, comment on fait un dossier pour la préfecture, c'est pénible, hein, c'est pas amusant, c'est pas amusant. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Trouver un travail rapidement, dès qu'on peut avoir l'autorisation de travail. Donc quelque chose de rapide, qui ne va pas demander une formation longue, qui ne va pas demander sans doute des études longues. Donc c'est pas forcément non plus facile, c'est pas forcément doux comme invitation à rentrer dans cette vie française, vous voyez. Et ça, nous ne le choisissons pas, hein, mais nous, ce qu'on peut faire, je parle toujours au nom de l'association, hein, des familles qui accueillent, ce qu'on peut faire de mieux, c'est donner des clés, en effet, comme que vous disiez pour Multisystème, et puis
préserver des moments d'insouciance. Des fêtes, aller à un concert, manger ensemble, acheter un vêtement, des moments d'insouciance qui peuvent, on l'espère, hein, donner de la force dans cette lutte qui est difficile. Hein, qui est difficile. Oui, donc ça semble un peu verrouillé, mais on a aussi... Oui, excuse-moi. Parce que je pensais justement à ces passages-là où Sharon parle à sa grand-mère qui lui donne des conseils comment mieux se débrouiller en fait à l'extérieur aussi. Hein. Parce que je l'avais juste dit tout à l'heure que tes personnages ne correspondent pas forcément aux normes qu'on se fait ni de l'apparence ni de comportement. Et il y a toujours d'autres personnes à leur conseiller comment ils devraient être ou ce qu'elles devraient faire. Et je pense que Sharon est un bon exemple d'écran en fait qu'elle présente par son existence et Oui. Oui. Tu as tout à fait raison. Alors, Sharon, je la présente rapidement hein, parce qu'on en parle là, comme si c'était une connaissance à vous, mais pas du tout. C'est un personnage donc, que j'ai créé il y a déjà quelques années et qui revient en fait dans beaucoup de mes livres, avec des petites variantes, hein, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Mais alors, les invariants de Sharon, c'est qu'elle est jeune, très grosse, très belle et visiblement, elle a des origines exotiques, mais on ne sait pas forcément, enfin je donne pas toujours les clés pour savoir d'où elle vient. Voilà, je veux qu'elle reste un peu énigmatique. C'est aussi un personnage archi-littéraire au sens où, finalement, elle est très baudelairienne, hein. C'est, voilà, je me suis inspirée de certains poèmes, de Baudelaire, hein, tout le cycle, en fait, consacré à Jeanne Duval, hein, qui était la maîtresse, métisse, de Baudelaire. Donc, Sharon, elle est nourrie aussi, hein, de mes lectures et c'est vrai que, du coup, par ce physique hors norme, par son poids déjà, par sa beauté et par ce métissage dont je ne donne pas, auquel je ne donne pas d'explication. C'est vrai que, finalement, elle suscite souvent, de l'irritation, du rejet ou des conseils bienveillants, mais quand même problématiques. Alors là, effectivement, donc c'est un passage au début du roman. Donc Sharon, elle est petite fille à ce moment-là du récit, elle a été adoptée et elle vient vivre dans une maison, chez une grande famille bourgeoise, marseillaise et ça se passe très mal avec les parents et un peu mieux avec la grand-mère adoptive. Donc là, la grand-mère en question, en fait, elle trouve que Sharon, finalement, elle pourrait s'arranger un petit peu physiquement. «Tu devrais mettre un peu de poudre sur tes taches de rousseur et puis de l'ombre à paupières, du rímel, du rouge à lèvres. Tu ne prends pas assez soin de toi, Sharon. Et pourtant, je vais à bonne école, entourée que je suis d'adultes qui se dorlotent, s'écoutent, se gâtent et professent qu'on a d'abord des devoirs envers soi-même. Moi, je veux bien, mais pour que je m'acquitte des devoirs en question, il faudrait que je sois comme tous les membres de ma famille en I, passionnément intéressés par moi. Or, on m'a appris à me compter pour rien, ce qui n'est pas un masse avantage dans la bataille de la vie, mais me pousse à la désinvolture concernant les soins à la personne. Il faut beaucoup s'aimer pour se consacrer autant de temps, matin et soir. Je n'ai ni cet amour, ni ce temps. Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ? Nelly rit de toutes ses dents, qu'elle a encore, un peu jaunies et déchaussées par l'âge, mais c'est largement mieux que ce qu'un panoramique dentaire me permet d'observer dans la bouche de ses contemporains, à commencer par son mari, réduit au râtelier depuis quelques années. Et là encore, relativisons, puisque ces faux copains de bistrot n'ont à dévoiler, lorsqu'il rit grassement, que des chicots branlants et des gencives bleues. Mais pourquoi tu me demandes ça, ma biquette ? Elle est très bien, ta gueule. Si elle était si bien que ça, je ne serais pas sans cesse sommée d'y apporter des améliorations et pas des moindres. Blanchissage de la peau, défrisage ou régime drastique, nous sommes loin de la retouche de maquillage ou du simple changement de coiffure. Ai-je dit que j'arborais un enchevêtrement de dreadlocks sylvestres, histoire d'emmerder tout le monde ? Quant aux tenues vestimentaires, j'ai longtemps hésité entre le boubou et l'abaya, cette dernière ayant le mérite de me faire passer pour une intégriste et de participer à l'intimidation des imbéciles. Aujourd'hui, je suis sur une toute autre ligne vestimentaire et je ne dissimule plus rien de mes volumes, quitte à ressembler à une star du porno. Short en cuir, talons vertigineux, petit haut échancré, ajouré, décolleté, histoire qu'on voit mes seins sublimes, mon ventre majestueux,
mon échine grasse, mes cuisses monumentales et mes mollets herculéens, sauvés in extremis par des chevilles presque fragiles en comparaison. Les mecs en bavent, littéralement parfois. Et les faux copains de Charlie, tout cacochis mais aigrotants qu'ils soient, ne font pas exception à la règle qui veut que les hommes tirent la langue sur mon passage. Je m'en fous. Ce que je cherche à susciter, ce n'est pas le désir, mais l'acceptation intégrale, la reconnaissance de ce que je suis, bizarrerie comprise. De quelle utilité me sont les tricks que je fais se lever dans les slips de tous ces baltringues, si par ailleurs ma vie sociale est un néant? Vous devez vous demander ce que ce passage a à voir avec notre table ronde, mais bon, moi je vois. Mais n'hésitez pas à me poser des questions. Oui, brutalité de ce qui est renvoyé à... Mais faites le test, hein. Je veux dire, regardez autour de vous, les physiques hors normes, je suis désolée, sont extrêmement difficiles à assumer dans la société qui est la nôtre. Et on se demande bien pourquoi. Ce serait tellement plus facile d'enseigner la tolérance et d'apprendre aux enfants et aux petites filles en particulier, hein, parce qu'elles sont quand même particulièrement visées par les injonctions concernant le physique, enfin, nous apprendre à tous à accepter nos boutons, nos bourrelets, nos nez bossus, notre poids, que sais-je, hein. Parce que la plupart des gens, finalement, ne sont pas très beaux, ni très laids. La plupart des gens, vous et moi, sommes assez moyens sur le plan du physique. Donc pourquoi non mais pourquoi est-ce que finalement, ça ne ferait pas partie d'une bonne éducation, ça, que d'apprendre aux gens à s'aimer avec des physiques quelconques ou disgracieux? Bon, ça, c'est un peu un de mes chevaux de bataille, mais ça nous éloigne loin de la famille. Oui, mais c'est ce qu'elle demande, c'est l'acceptation Oui, de ce la qu'elle est. totalité. Oui, dans son étrangeté. Et bon, peut-être, bon, pour moi, ça concerne dans une certaine mesure, en fait, ce qu'on vient de dire, si on n'arrive pas à accepter aussi que notre société ou nos familles sont multiples, sous toutes les formes, aussi sous toutes les formes physiques ou d'apparence, on est toujours renvoyé à une certaine norme qu'il faut approcher, qui est en fait comme une sorte de dictature, en fait, dictature de la mode, de la beauté, de la beauté, minceur, tous les idéaux en fait qu'on met en avant, qui sont constamment, qui sont aussi reproduits du coup, ou qui rendent malheureux pas mal de monde. Oui. Oui. Alors que voilà, ça pourrait être une décision collective, politique, que de nous apprendre à être tolérants vis-à-vis de nos défauts. Et même pour revenir au roman, parce que s'il y a Nelly qui est la grand-mère, elle a quand même, elle a correspondu à un moment donné à cet idéal de beauté qu'on a sur Paris Match et sur les magazines. Ça a été une vedette de l'après-guerre. Mais là, elle a 88 ans, donc elle est déjà dans un autre monde, même au point qu'elle se demande à quoi ça sert encore de continuer. Ouais. Donc on a la même chose. Donc même ceux qui ont un certain moment dans leur vie ont réussi en fait à correspondre aux standards. Oui, à 88 ans, il y a peu de chances qu'on continue à y correspondre, effectivement, même si on a été très belle ou très beau. Et on a toujours... donc là, j'avais deux... Pour revenir à l'éducation, j'avais deux petits extraits d'un film qui parle en fait aussi du rapport exigé entre les générations qui peut être des fois handicapant. Je voulais vous faire réagir à ça. C'est le premier, si je vois bien, oui. Pas très fort, non. Hey, schönen Tag auch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke, dir auch. Mach's gut. Danke. Anders erzogen.
Na, Ja, moin. alles klar? Jupp. Es geht. Ist das euer Flüchtling? Ja, Und wie ist er so? makellos, einfach perfekt. Also genau das Gegenteil von dir. Ja, er schleimt sich halt ein. Bei deiner Mutter würde ich mich auch einschleimen. Alter, halt's Maul, Mann. Danke. Sag mal, wie fühlst du dich eigentlich bei uns? Geht schon. Das klingt ja nicht gerade euphorisch. Euphorisch. Naja, wenn du sagst, geht schon, dann heißt das, dass du es eigentlich ziemlich schlimm bei uns findest. Sie müssen strenger mit Flo sein. Bitte? Er hat keinen Respekt vor Ihnen. Doch, den hat er schon. Er ist halt im schwierigen Alter. Kinder sollten ihre Eltern respektieren. In jedem Alter. Wir haben halt nicht die gleichen Erziehungsprinzipien wie in Syrien. Hier in Deutschland sind wir vielleicht ein bisschen weniger autoritär. Komm, geh dich mal umziehen. Bon, donc, c'est une famille, juste pour situer le contexte, qui accueille un jeune Syrien. Et dans la série, en général, moi, c'est en fait c'est présenté comme ça pourrait être, c'est un Syrien, mais ça pourrait être aussi quelqu'un d'autre qui entre en fait dans cet ensemble de trois personnes, deux parents et un fils, qui est donc nouveau, donc qui demande une recomposition de l'ensemble. Et, mais ici, il y a une discussion, où en tout cas, il y a une réflexion sur les différences d'éducation dans le pays d'origine, dans le pays d'arrivée. Et est-ce que... bon, il y a beaucoup de non-dits. Il dit rien, il dit juste que c'est différent. Mais quelle pourrait être en fait une issue dans tout ça? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Parce qu'on voit que les parents sont très bienveillants, en tout cas envers le nouvel arrivé. Ils demandent la même bienveillance de leur fils, ce qui n'est pas le cas. Concrètement, comme par l'association, on est amené à avoir pas mal de familles, parce que parfois on le fait le taxi pour des jeunes, etc. Ouais. Alors, je pense qu'il n'y a pas de règle. Il y a des familles où le nouvel arrivant et les enfants qui sont déjà là deviennent mais vraiment comme des frères, enfin liés d'un amour indéfectible. Font beaucoup de choses ensemble, voilà. Et puis, il y a des familles, j'en ai vu dernièrement 2 familles avec des parents extrêmement accueillants, des enfants un peu grands, là, comme dans le film. Et c'est, ça m'embête, j'ai pas envie de prêter ma chambre, j'ai pas envie de faire une place dans l'armoire, bon, etc. Des réactions de rejet pas du tout méchantes, hein, mais donc je pense qu'il y a toutes les réactions. Je ne sais pas ce qu'on peut en dire de manière générale. Il y a la famille où les jeunes de la famille, les jeunes enfants de la famille vont accueillir de nouveaux frères et sœurs, et puis il y a d'autres familles où ça va créer des tensions, en effet. Alors les parents que je connais ne cèdent pas, c'est-à-dire qu'il faut faire de la place, c'est tout. Voilà, donc ça s'arrange, hein, mais ça fait de la mauvaise humeur parfois, oui. Donc je ne sais pas... Je ne sais pas, parce que moi, je n'ai pas d'enfant, mis à part Djiba, donc je ne peux pas être confrontée à ça. Je ne sais pas ce qu'on peut en dire. Bon. Moi, je n'ai pas d'enfant non plus, du coup. Mais en tant qu'enfant, je pense que
Oui, en tant qu'enfant, je pense pas déjà avoir. C'est une éducation, mais en ayant une éducation ouverte et tout ça, j'espère ne pas avoir eu. J'ai jamais eu le même type de réaction. Donc après, c'est chaque enfant. Il y a pas, je veux dire, il y a pas toute la responsabilité non plus à peut-être porter sur les parents. Mais effectivement, il y a des choses qui sont transmises et il y a des valeurs de solidarité qui font qu'on se tourne parfois vers des associations pour aider les réfugiés qui viennent, qui viennent des parents. Moi, je sais que sur ce sujet, on en a beaucoup parlé avec mes parents. Puis c'est vraiment des valeurs de solidarité, d'entraide, que ce soit avec les gens qui nous entourent ou des gens qui viennent de plus loin, qui ont été vraiment importants dans l'éducation que mes parents m'ont donnée. Et puis après, je sais pas, peut-être que toi, tu peux nous dire comment l'éducation chez toi, est-ce que quelles ont été les valeurs, la manière dont tu as grandi? Un petit élément. Ah, en fait, déjà, moi, Ouais, oui. parce que je pense que c'est sûrement différent de l'éducation que les Français reçoivent. Peut-être, ou peut-être pas finalement. Il y a peut-être qu'il y a quelque chose d'universel dans toutes les éducations. Je ne sais pas comment tu as grandi. Comment tes parents s'occupaient de toi? Moi, j'ai grandi avec une grande famille, en fait. Et là-bas, je peux dormir avec les voisins aussi. La tante, et là-bas, c'est l'oncle qui est à côté. Et il y a des familles qui sont grandes familles. Pas ma famille en tout cas, mais il y a des familles qui, il y a des enfants, ils peuvent dormir, 4 enfants, la même lit, tranquille. C'est pas, et tu peux dormir avec quelqu'un que tu connais pas aussi. Ça, ça pose pas de problème du tout. Pour, je trouve que pour moi, ça ne dérange pas d'avoir quelqu'un d'autre et habiter avec. Ouais, je peux habiter, dormir avec 6 enfants, même si je connais pas aussi, c'est pas grave. Le lendemain, on va jouer à l'extérieur, du football. Mais on revient en fait à ce qu'on a déjà dit sur la responsabilité très lourde en fait des parents. Ici, parce que ces parents-là le prennent vraiment au sérieux, hein, parce qu'on le voit tout au long de la série, hein. C'est comme ça, ils veulent vraiment bien faire dans tous les sens. Là, bon, est-ce qu'on pourrait leur dire de laisser les deux se débrouiller, hein, dire en fait comment on l'avait fait tout à l'heure, de se dire bon, ils vont trouver leur mode de vie commune, sans qu'à chaque fois un parent veille au bon déroulement en fait de la relation qui peut se créer, hein, et ou bien ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Parce que là, bon, peut-être les deux extraits ne sont pas assez parlants dans ce sens-là, mais les parents essayent toujours d'intervenir. Par exemple, le soir, ils voient que le jeune Syrien, Abassad, sort de la maison, il va ailleurs, donc ils ne savent pas trop où il va. Ça crée aussi des soupçons ensuite. Mais là, la première réaction de la mère est de bah, tu sais, tu peux inviter des copains chez nous, moi, si tu veux. Moi, on est ouvert, on est une maison ouverte, donc tu peux le faire. Et l'autre, tout de suite, il fait sa remarque un peu méchant. Big brother is watching you. tu n'es pas seul, tu peux pas être ici comme aussi en liberté dans cet environnement qui est pourtant a priori bienveillant parce qu'ils ont déjà tout prévu dans cette maison. Peut-être que, enfin, en tout cas, je vais parler plus au niveau de l'association, si on s'éloigne, en tout cas dans le cadre d'une association, quand nous, on crée les pairs entre les étudiants et les buddies, on connaît pas. Donc après, c'est vraiment, il y a quelque chose de... Et il n'y a personne pour intervenir ou il faut faire plus d'efforts, aller dans ce sens-là. C'est la manière dont chacun s'adapte à l'autre, des points communs,
Et ça va beaucoup plus loin que le fait qu'on soit français et eux, réfugiés ou demandeurs d'asile. C'est des caractères de chacun et il y a, ça fonctionne. Il n'y a personne qui peut intervenir pour forcer cette attraction amicale ou pas. Ça se fait, il y a quelque chose de naturel dans les relations qui se créent, ça coule de source. Donc il n'y a personne qui vient voir ceux qui ont déjà l'expérience, qui sont déjà là depuis deux ans. Écoute, moi, ça ne marche pas bien, moi je ne sais pas comment faire. Ça n'arrive pas. Rarement. Après, Rarement. il y a les amitiés se créent pas forcément, mais rarement il y a. J'ai pas de cas en tête où il y a des problèmes de confrontation, des confrontations. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de conflit en fait. On est de chaque côté, on est dans une démarche où on va vers l'autre. Donc à partir de là, à partir du moment où on va vers les autres, on est ouvert à ce qu'ils sont et à eux, à leur manière d'apprendre et leur rythme. Parce que Emmanuel, j'avais l'impression aussi avec, des fois c'est la mère en fait de la fille adoptive qui à un moment donné carrément voit dans la fille une concurrente de sa vie. Pourtant elle a eu ce projet d'adoption. Là ça passe plus entre les deux générations. Bon, je pense qu'il ne faut pas faire d'angélisme, ni idéaliser l'adoption ou l'accueil d'un réfugié. Moi, je connais beaucoup d'adoptions réussies, mais j'en connais aussi qui n'ont pas réussi. Et là, finalement, je pense que... Alors moi, j'ai pas vu la série, mais j'ai vu un épisode de cette série qui s'appelle Eden. Le problème, là, c'est que c'est un projet parental, en fait, ce projet d'accueil d'un réfugié. C'est pas... Ça n'a visiblement pas été assez discuté avec le fils. Enfin, je ne sais pas, il me semble que... Oui, on a cette impression-là. Et après, ça prend son chemin pendant les 6 épisodes. Bon, je propose qu'on ait avancé dans le temps. Est-ce qu'on pourrait lire encore un passage Oui, volontiers. Et peut-être un passage peut-être plus utopique, Oui. Qui se situe à la fin d'Arcadie. Oui, alors pour faire le lien avec ce dont nous parlons là depuis un petit moment, Arcadie, c'est l'histoire d'une utopie et d'une utopie qui finalement échoue, puisque cette communauté que j'ai située à la frontière franco-italienne, elle va un peu se fracasser sur la réalité, précisément des réfugiés qui sont très nombreux, entre Vintimille et Menton. Elle va se fracasser sur les contradictions des adultes, sur leur défaillance. Et finalement, mon héroïne quitte la communauté, mais ça, je vous l'avais déjà dit. Et puis, finalement, va essayer j'ai besoin de mes 2 mains, donc je vais lâcher le micro, mais elle va essayer de fonder une autre communauté, mais qui serait peut-être moins dans l'entre-soi, moins dans la clôture autour du jardin d'Éden et plus dans l'ouverture à la diversité. Je ne retrouve pas le passage. Mais... Trop dans la page. Voilà. Donc elle part et puis elle a ce projet de fonder donc une autre communauté, mais qui serait finalement une communauté hors les murs et une communauté itinérante et non pas fermée. Je ne sais toujours pas ce que je suis, mais la liste de mes envies est infinie et celle de mes détestations ne l'est pas moins. Hors de question que je vive comme tout le monde et que je consacre l'essentiel de mon temps à me remplir de nourriture industrielle, d'images ineptes et de musique dépourvue d'âme. On se résigne toujours trop vite à être une poubelle. Ça m'a amusé quelques mois, le temps de comprendre de quoi il retournait et de quoi était faite la vie des autres. Mais ça aussi, c'est terminé. J'ai reçu l'amour en héritage, et avec lui le devoir d'en divulguer la bonne nouvelle,
comme une traînée de poudre incandescente dans une société qui ne veut pas d'amour et encore moins d'incandescence. Une société qui préfère être une décharge à ciel ouvert, un gigantesque établissement d'hébergement pour personnes malheureuses et cruellement dépendantes de ce qui les tue. Avec Maureen et Nello, je me sens de taille à fonder une nouvelle communauté qui tirerait profit des erreurs de l'ancienne et n'en reproduirait pas le fonctionnement autarcique, les portes refermées, la possession jalouse du bonheur. L'idée, c'est de constituer une brigade volante, une force d'intervention nomade se déplaçant au gré des zones à défendre, au lieu d'opérer depuis un relais château, une citadelle confortablement blottie derrière ses murailles. Liberty House était un paradis, mais désormais, nous trimballerons le paradis avec nous et tâcherons de l'établir un peu partout. L'avantage, avec nous trois, c'est que nous ne sommes ni hétéros, ni cisgenres. Certes, nous sommes blancs, mais ça peut s'arranger. Dès le recrutement de nos premiers disciples parmi les réfugiés qui errent dans la vallée, nous ferons converger les luttes. Rien ne résistera à cette convergence, à cette grande marche des fiertés, à cette vague migratoire d'un genre nouveau, aussi fluide que bigarré, aussi déviant que radical. Mon héritage est là aussi, dans la certitude que l'infraction doit primer sur la norme, dans la conviction qu'il ne peut y avoir de vie qu'irrégulière et de beauté que monstrueuse. Je suis née pour abolir l'Ancien Testament, qui a toujours légué le monde à ceux qui avaient déjà tout, reconduisant éternellement les mêmes dynasties dans leurs privilèges exorbitants. La guerre des trônes n'a pas eu lieu. Elle n'a été qu'un simulacre, un jeu de chaises musicales, un échange de bons procédés entre nantis, qui excluait toujours les forçats de la faim, les captifs, les vaincus et bien d'autres encore. L'avantage avec nous trois, c'est qu'en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, nous serons des millions. Il ne s'agira pas tant de vaincre que de submerger. De toute façon, ça ne m'intéresse pas de vaincre, ni même de combattre. Je tiens à ça d'Arcadie aussi, que la victoire s'obtient toujours trop chèrement. J'ai trop longtemps vécu en paix pour souhaiter la guerre, et on sait bien que le goût du sang se prend dès l'enfance. L'intérêt d'une confrérie, c'est que les ferments toxiques s'y diluent jusqu'à disparaître, alors que le regroupement familial favorise l'ambition, la jalousie, l'aigreur, la lutte à mort. À nous tous, archanges érythréens, hermaphrodites énergumènes, syndrome d'Asperger ou de Rokitansky, Vénus noire, bipolaires dépigmentés, exilés du paradis ou réfugiés de guerre, nous ferons masse, nous l'emporterons en nombre. On m'objectera que les révolutions ne font que concourir au maintien de l'ordre et que la nôtre, ce grand soulèvement pacifique et pathologique, est mal barré depuis le début. Tant mieux. Moins on nous prendra au sérieux, plus l'effet de surprise jouera à fond. On ne nous verra pas venir, mais le jour viendra où nous serons indispensables. Et c'est à nous qu'on viendra se recharger en vitalité pour guérir de la pourriture. Voilà. Merci. Ma petite insurrection. Ouais. Petite insurrection, c'est aussi le moment pour passer à la salle, parce qu'on a encore un petit moment si vous voulez faire vos commentaires, questions ou d'autres interventions. Oui, depuis le début des rencontres intitulées « À chacun sa famille », suivant les axes qui étaient abordés, je cherchais le moment où il était possible de se poser la question de faut-il coûte que coûte tout appeler famille ou au contraire décider, et là ça fait plusieurs fois que la piste est présentée, décider de faire société autrement qu'en faisant famille. Voilà, je pense aux différents textes qui ont été lus. Parce que finalement, on nous montre d'abord un modèle idéal, ensuite on nous fait prendre conscience que quand même, derrière la notion de famille, il y a une foultitude de réalités à travers le monde et à travers le temps. Et voilà, c'était pour vous faire réagir là-dessus. Faut-il réfléchir à la famille idéale, une nouvelle, ou à la pluralité des familles, ou bien carrément se dire, mais est-ce qu'on peut faire société autrement ? Je ne sais pas à qui cette question s'adresse plus précisément. Oui, à nous tous, je pense. Alors, bon, moi, je ne suis pas
sociologue ni ethnologue et je ne suis pas non plus militante. Je sais trop bien le temps et l'énergie que l'activité militante exige, hein, et je suis très admirative devant vous trois, finalement. Mais en ce qui me concerne, on a quand même, me semble-t-il, en tant qu'autrice ou auteur, une petite responsabilité et j'essaie précisément de proposer des modèles un peu déviants et des modèles qui ne soient pas des modèles d'ailleurs, hein, mais qui finalement ne laissent pas le lecteur tout à fait indemne parce que le temps de la lecture, il aura vu d'autres possibilités effectivement de faire société que celles que la société nous propose et que les discours ambiants nous proposent. Maintenant, je prétends pas non plus être follement subversive et transgressive, hein. Mais me semble-t-il, la réponse à votre question, c'est oui, oublions la famille pour faire société différemment et de façon peut-être un peu utopique. Et puis, oui, pour réagir, je pense qu'effectivement, en tout cas dans le cadre de l'association, le terme famille, c'est pas forcément ce qui collerait le plus, je pense. Et c'est pas plus mal, c'est autre chose. La famille, peut-être il y a quelque chose de, il faut désacraliser l'idée de famille pour que ça soit fort. Il faudrait que ça soit de l'ordre de la famille. Je pense pas. C'est tout aussi important parce que c'est une amitié, parce qu'on fait d'autres choses qu'on fait. Là, dans le cadre de l'association, on a des relations qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on a dans, dans la famille, comme on la pense. Donc effectivement, famille, c'est peut-être pas le terme qui collerait le plus, et c'est pas plus mal, c'est autre chose, et c'est tout aussi bien, en fait. Moi, je le vis comme ça, mon militantisme, on va dire, associatif. Je ne l'inscris pas dans mon cadre familial ou dans mes schémas de famille, et c'en est pas moins fort. Il me semble que dans l'association, les jeunes qui sont accueillis, je vais parler à leur place, hein, parce que là, ils ne sont pas là, ils parlent toujours des familles. C'est-à-dire que quand ils sont accueillis dans un foyer par une femme seule, comme moi j'ai fait, ils disent que c'est une famille, que c'est la famille qui les accueille ou que c'est leur famille. Bon, alors après, le mot ne recouvre peut-être pas une réalité, je ne sais pas. Ils disent ça parce qu'il faut bien mettre un mot, et puis peut-être parce que ça leur donne un repère, une sécurité, même si elle est provisoire, hein, puisque ce sont quand même des jeunes qui ont beaucoup voyagé dans des conditions bien difficiles, hein, donc se poser dans une famille, ça peut être aussi quelque chose d'enviable. Hein. On peut voir la famille comme réactionnaire et empêchant une liberté ou des aventures, hein, et faisant du mal, mais on peut voir aussi la famille par ce côté-là, protecteur. Évidemment, c'est ambivalent, hein, à la fois protecteur et à la fois qui empêche certaines libertés. Moi, je ne suis pas tellement attirée par le terme de famille, par mon histoire, et puis même politiquement, et puis même philosophiquement, parce que bon, on a des choses quand même avec Aristote, hein, qui, voilà, c'est la première société, elle est naturelle, alors bon, ça nous met un poids, et puis vraiment quelque chose d'absolument réactionnaire, hein. J'aime beaucoup Aristote, mais pas cet aspect-là d'Aristote, vraiment. Et alors, en revanche, je ne sais pas trop comment l'analyser, mais dans cette adoption, la notion de famille ne m'intéresse pas tellement, mais la notion de filiation beaucoup. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être une mère et qu'est-ce que c'est qu'être un fils? Là, c'est mis à m'intéresser beaucoup, d'une façon, je ne sais pas, enfin, inhabituelle un petit peu. Par exemple, quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est que Djiba, il a sa mère. Hein, c'est une adoption simple. Donc Djiba, il a deux mères. Alors ça, je trouve ça vachement bien d'avoir deux mères. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Voilà, enfin, je trouve ça un peu amusant et un peu... Enfin bon, faisant abstraction, hein, de toutes les difficultés qu'a pu être ce voyage de Djiba, mais ça me plaît. Ça me plaît, de cette... Bon, c'est pas forcément très révolutionnaire, mais c'est intéressant. C'est intéressant que tu as dit ta mère. Bon, elle m'a dit de faire tout ce que tu me dis. Bon, je suis d'accord. Ta mère est très bien. Non, mais bon, plaisanterie. Mais voilà. Hein.
C'est intéressant. Tous les conseils moraux, c'est sa mère de Guinée. En qui, c'est pas qu'il n'a pas confiance en moi, hein, mais c'est la référence. C'est la référence. Alors bon, enfin, je ne sais pas, c'est pas tellement une réponse, hein. Il y a en effet ce côté étouffant de la notion de famille, et l'histoire de la notion l'atteste. On peut aussi se dire que justement ça évolue beaucoup et que peut-être il y a possibilité de plus de créativité, hein, je ne sais pas. Mais après, oui, en effet, c'est peut-être pas nécessaire non plus d'appeler toutes les communautés des familles, hein, c'est sûr. À réfléchir, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. En fait, de ne pas. Ça marche. La question a été de Oui. si on peut se passer en fait de la notion de famille, on fait juste, on crée, on essaie d'être créatif et de faire famille. plutôt société, tribu ou, Oui. ou encore autre chose. Oui. Et je pense aussi, comme tu disais, les jeunes appellent ça leur famille, c'est aussi parce que je crois que c'est pas la même représentation, c'est un lieu sûr, Oui. dans un premier temps, qui permet en fait de reprendre aussi, de reprendre des forces ou de Oui. se rassurer de soi-même. Oui, on Ouais. peut créer une famille. En fait, moi, quand je suis parti de ma famille, la famille qui est partie de le sang, ça fait plus de 10 ans que j'ai pas vu. Depuis que je suis parti du Soudan, je suis pas parti avec un cousin ou un frère. De chaque pays que je vais ou chaque ville que je vais essayer de créer une famille. Pas vraiment une famille, mais des fois, dans les amis que tu trouves, peut-être tu trouves quelqu'un qui vraiment, ça peut être comme une famille. Oui. Comme l'association des bouts de système qu'on a vu depuis 2 ans. Il y en a qui, on a resté en contact jusqu'à aujourd'hui, par exemple, avec Clémentine, on a resté en contact jusqu'à aujourd'hui. Il y en a d'autres aussi, pareil. Par rapport la dame qui dit il y a 2 mères. Il y en a qui il y a 5, 6 mères aussi. Ça peut arriver. C'est encore mieux. Bah oui. C'est encore mieux. Oui. Oui, après, pour les frères, les sœurs, là, c'est beaucoup pour les frères, les sœurs. Si même je trouve quelqu'un qui est bien, on rigole. En fait, c'est juste avoir parlé avec. C'est avoir, si vous avez la même voix et tout. Et il y en a qui respectent, comment on dit. Ouais, respecter l'un et l'autre. Petit à petit, après, ça vient d'une famille. Pour moi, une famille, c'est exactement ça, construire une famille. C'est pas vraiment. Et après, aujourd'hui, moi, toujours, je vis avec depuis que je suis parti. Des fois, je vis avec des gens qui sont partis de son pays aussi. Quand nous sommes arrivés ici, à Poitiers, par exemple, je vis avec des Soudanais qui sont de mon pays, des Érythréens, des Syriens, des Pakistanais, c'est quoi l'autre pays là? Afghans, des Afghans. Et comme ça, on est aujourd'hui, je pense que comme une famille. On parle toujours souvent de la nouvelle et du tout. Je vois que voilà, c'est une famille quoi. On peut construire une famille, c'est facile, c'est pas grave ça. Tout le monde famille. Toute forme de famille. J'ai 2 micros, moi, maintenant. Hein. Je n'ai pas de mère, mais... Il y a une autre question. En fait, c'était pas tellement... le terme, il me semblait, aussi bien quand on parle d'éducation, que ce soit dans une famille nucléaire ou à l'école, c'est le mot peut-être d'accompagnement. Je pense, moi je fais partie de l'association mine de rien aussi, mais pas depuis longtemps. Je ne peux pas, pour des raisons variées, m'occuper d'un jeune chez moi. Mais je fais du soutien scolaire aussi, et un petit peu, et puis d'autres choses. Et justement, les jeunes s'accompagnent mutuellement, nous les accompagnons, et nous nous accompagnons en fait. C'est vraiment basé sur l'échange, sur l'écoute,
sur le partage qui n'est pas parfait, mais de ce qu'on peut au moment où on est là. Et les jeunes, justement, je pense qu'il ne faut pas vouloir se forcer à chercher peut-être un autre terme qui serait finalement peut-être artificiel, si vous voulez absolument gommer ce mot de famille, parce que comme Samoussa le disait, tout est famille, tout le monde est famille. Et les jeunes, ils se sentent aussi bien en famille quand ils viennent à une permanence, parce qu'on partage un verre, un morceau de gâteau, un petit bout de cours, informel, ou au contraire plus structuré, par exemple à l'école parallèle. Et ça peut-être ça n'a pas d'importance. Et voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Oui, merci, j'allais un peu dans le même sens. Je pense que la famille d'origine, quelle qu'elle soit, pour chacun d'entre nous, c'est la base, parce qu'on est d'un père et d'une mère. Après, la vie, je pense, nous fait rencontrer plein de familles. Enfin, moi, je suis née d'une famille, comme tout le monde, mais s'il n'y avait pas eu cette base-là, j'aurais pas pu me révolter, j'aurais pas pu être en colère, j'aurais pas pu évoluer. Et en fait, je rejoins tout à fait les personnes qui sont sur le plateau, parce qu'en fait, dans ma vie, moi, j'ai rencontré plein de familles. Je m'occupe aussi de jeunes réfugiés, je donne des cours de français. Je rencontre aussi la famille des anciens collègues, la famille des amis, la famille des réfugiés, la famille... voilà, en fait, j'ai plein de familles. Et je crois que maintenant, la société doit évoluer sur plein de familles. Toutes les familles, c'est les gens qu'on rencontre quand on évolue, on prend de l'âge. On rencontre aussi la famille des seniors. Voilà, la famille... ça ne veut pas dire que pour autant on a tout renié, mais je pense qu'au départ, on a besoin d'une base, ne serait-ce que pour la prendre, l'accepter ou la renier. Voilà. Et je pense que je suis très contente de vous entendre parce que ça me remonte beaucoup le moral. Bon, je suis plus âgée que vous, mais j'ai fait beaucoup partie d'associations. Et je pense que l'avenir de la société, ça va être de vraiment aller dans plein de familles, d'ouvrir le cœur à des frères et des sœurs. Des frères et des sœurs. Qu'ils aient 30 ans, 60 ans, 70 ans, voilà. J'avais envie de le dire parce que je vous remercie beaucoup. Je trouve que vous apportez beaucoup de joie, de plein de choses. Donc, merci. Merci à vous. C'est très intéressant, ça nous ouvre sur plein de choses. Mais moi, ce que je ressens, je parle de mon ressenti, c'est ce qui fait famille, moi, c'est quand je me sens un peu dans un cocon. Et effectivement, il y a des situations, moi, je ne sais pas, d'association, où effectivement, on retrouve cette sensation de cocon, où on est bien, je veux dire, où on partage des idées, où il y a de l'affect, mais je ne fais pas famille avec tout le monde, par mes choix. Et puis, alors je ne sais pas si ça rejoint, enfin, je pense que je me retrouve quand vous parlez ce que vous vivez à l'association, parce qu'effectivement, il y a des choses vous vivez des choses fortes avec certains. Et c'est en ça que je dis, ben oui, moi, et je pense que ça a toujours plus ou moins existé, ça. Il y a la famille, effectivement. Enfin, maintenant, il y a plein de choses qui ont évolué, mais il y a aussi tout ce qu'on vit, quelquefois, ça peut être fort au travail, pas toujours, et puis d'autres situations qu'on crée par nos militances aussi. Mais c'est différent, mais c'est plein de portes ouvertes aussi. Des réactions? Oui, Moussa, tu veux? En fait, quand on a dit, je pense, vous dites que on peut pas peut-être, on peut pas être enfermé avec tout le monde, par exemple. Comme moi, j'ai dit tout le monde, ça veut dire que tout le monde qui marche dans la rue, quoi. Ça veut dire, oui, tout le monde, ça veut dire que si tout le monde de différentes nationalités, de différentes religions, de différentes couleurs, des plans, mais ça dépend qui, les personnes. On peut rencontrer 40, 50 personnes ici, mais peut-être on veut être une famille avec un ou deux. Ça dépend qui. L'année dernière, je vous donne un exemple. L'année dernière ou l'année d'avant, quand on a été avec Bouddha System, le groupe qu'on a fait, en fait, c'est à partir de 5 ou 6 personnes.
ou 7 même. Mais moi, j'ai pas resté en contact avec les autres, par exemple. J'ai resté en contact avec elle, avec Clémentine, elle aussi. Du coup, ça veut dire que on peut pas rester, comment on dit les mots? On peut pas être ami avec tout le monde, en fait. Il y en a qu'on peut parler avec, on peut rigoler, mais on peut pas faire une famille avec. Ça veut dire que voilà. Mais on peut créer une famille avec beaucoup de gens, beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont bien. Voilà. Et je pense que le domaine de l'associatif, enfin, tout ce qui est associatif, pour ça, ça ouvre vraiment vers la possibilité qu'on l'appelle famille ou pas, de créer de nouveaux lieux de nouveaux liens réellement forts qui viennent compléter ou qui s'additionnent comme famille ou qui viennent compléter ce qu'on vit chacun dans ses familles. Et vraiment, être dans une association comme celle-là ou comme beaucoup d'autres, ça apporte, moi je pense que ça apporte beaucoup, c'est très complémentaire à ce qu'on peut vivre dans les familles dont on est issu, on va dire. Moi, juste une petite remarque parce que là, enfin, c'est très agréable. On dit, on fait, on invente. Non, mais je suis absolument d'accord, bien entendu. Mais ma petite remarque, c'est que la famille, ce sont aussi des liens de filiation qui ont une importance au niveau juridique. Moi, j'ai adopté, c'est une adoption simple. Mon fils, je ne peux pas le faire marquer cette filiation sur mon livret de famille parce qu'il n'a pas la nationalité française, parce que ce lien est reconnu. Hein, on est passé devant des juges, etc., mais ça ne donne aucun droit, ça ne donne pas la nationalité française. Donc, je voulais juste faire cette remarque. Hein, bien sûr qu'on peut ouvrir des familles inventées, etc., mais qu'au niveau de la législation, au niveau de la reconnaissance par la société juridique, il y a vraiment quelque chose qui manque, enfin, qui est très, très fermé et que ce n'est pas insignifiant, parce qu'il y a des droits, et puis que c'est de l'amour aussi. C'est de l'amour, d'aller reconnaître son enfant, comme un père fait au moment de la naissance, c'est de l'amour. Ce n'est pas juste la loi qui passe, ou la loi, c'est de l'amour aussi. Je voulais faire cette remarque-là pour ne pas oublier, hein, Stéphane. Moi, j'avais une question d'abord à Clémentine, c'est ça même ou ça je pensais à ça quand vous avez évoqué l'horizontalité en fait de la relation. Et je me disais finalement, qui est le buddy de qui en fait? Comment ça se fait comme ça? Parce que finalement, voilà, l'expression, moi, je l'utilise pas et je vois l'assaut depuis quelques années. Je m'étais pas posé la question comme ça. Mais et la deuxième chose, c'est au sujet de ce que racontait Anne et sa relation avec Guy Bas, que j'ai pu observer, parce qu'on se connaît un petit peu, c'est que, un peu comme la première intervention que vous avez eue, c'est à un moment, pourquoi parler de famille? Et en même temps, il y a eu c'était des relations d'entraide, d'amitié, choses comme ça. Et à un moment, il y a eu, et de ce que j'observais, très, très naturellement et très fortement, quand même, la revendication chez Guy Bas, chez toi et tout ça, et la vision de l'extérieur, que se continuait quelque chose qui relevait effectivement d'un lien qu'on avait envie de dire davantage familial que amical, voilà. Et ça, je ne sais pas, juste on l'a vu, enfin, je crois. D'une filiation, c'est comme ça que moi je le ressens, je sais pas ce qu'en dirait Djiba. Oui, vraiment, d'un lien de filiation qui se construisait, qui est une façon aussi de, je pense, pour moi, de mon côté, de dire à quelqu'un je ne te laisserai jamais tomber. C'est peut-être ça, être un parent. Je ne sais pas, j'en appelle aux parents, parce que moi, je n'ai pas l'habitude d'être parent, mais ça, quoi, enfin, je ne te laisserai pas tomber, quoi. C'est ça, moi, que ça voulait dire, cette adoption. Mais le lien, il s'est créé, quoi. Et je pense que donc la différence, ça serait que dans le domaine de l'associatif, il n'y a pas ce lien de filiation. Il y a plein de points communs avec la famille. Il n'y aurait pas ce lien de filiation. Donc
il faut peut-être utiliser un autre terme et ça, c'est pas problématique nécessairement. Et pour réagir, qui est buddy de qui, c'est peut-être très personnel la réponse que je vais donner, et c'est pas le discours de l'association, mais quoique je pense que si, je pense que, que les deux, je suis théoriquement, l'idée c'était quand même de donner des. Ça partait du fait de donner des cours de français, donc on peut penser que ça marche seulement dans ce sens-là et qu'il serait mon buddy. Mais au bout du compte, pas vraiment, parce que chacun. Quand je dis que j'ai appris beaucoup de choses des rencontres que j'ai fait avec Moussa et que je continue à faire, parce que maintenant j'ai un autre groupe, j'exagère pas. Sur leur pays, à chaque leçon, c'est vraiment l'occasion de on voit quelque chose, comment ça fonctionne chez toi, est-ce que c'est comme ça aussi? Et il y a vraiment beaucoup d'échanges. Mais après, c'est pareil, c'est toujours du domaine de l'individuel. Il y a d'autres étudiants qui font leurs cours de manière beaucoup plus scolaire, on va dire, beaucoup plus formelle. Et c'est pas plus, c'est une autre manière de faire. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça dans mes cours. C'était beaucoup dans l'échange et dans le fait de tirer des bénéfices de cette relation. J'en tire comme eux, ils peuvent en tirer en apprenant le français. C'est vraiment c'est pour ça que horizontal, je trouve que c'était bien, une éducation horizontale. Et ça change du système scolaire universitaire ou du système scolaire ou universitaire. Il n'y a pas de système de domination. C'est un beau mot de fin, non? Parce qu'on doit, je vais quand même respecter les injonctions de Corinne. On doit libérer la salle parce qu'elle doit être préparée pour un concert ce soir, mais ça n'empêche pas de continuer à l'extérieur et aussi de voir les livres, et que Emmanuel se fera une joie de dédicacer si c'est la demande. Merci à vous. Merci à